qu'il m'avait... oh là là, ce générique là, il m'a tellement manqué. Bonjour Philippe David. Bonjour Cécile de Vénibus. On vous souhaite la bienvenue. On est très content de vous retrouver pour cette nouvelle saison. Il y a pas mal de modifications dans cette nouvelle saison. On a gardé un peu les meilleurs. Vous allez voir. Autour de cette table, Philippe Bilger est avec nous. On aura juste à le démontrer. Et voilà, c'est ça. Ah, pour vous, il y a du boulot. C'est ça. Ça fait des années qu'on essaye de le démontrer. Cette fois-ci, il faut confirmer, mon cher Philippe. Dans votre nouveau rôle, je vous souhaite le meilleur. Vous n'allez pas être déçus. Bruno Pomar est avec nous. Bonsoir Bruno. Et puis des petits changements. Philippe David est toujours co-animateur, bien entendu, mais il va passer aussi du côté des éditorialistes. C'est-à-dire que vous avez voulu l'entendre en disant oui, on l'entend pas assez. Bah là, vous allez bien l'entendre. Je pense qu'il y en a qui vont en face être au bout du rouleau. Il va nous laisser parler ou pas? Vous, Bilger, non, parce que vous êtes quand même ancien policier au raid. Je ne tiens pas à avoir d'ennui en sortant du studio. Ma chère Cécile, juste une petite remarque. Vous avez Cet raison, je suis été, très pendant cher. que vous étiez en vacances Allez-y. comme les ministres, tous les deux, Oui. Jean-Marie Bordry m'a invité et figurez-vous que votre radio sert à quelque chose. On parlait des déserts médicaux, vous savez que je pousse Oui, des coups de gueule allez-y. là-dessus. Et bien grâce à ça, on a pris contact avec le maire de Salles-sur-l'Her, son petit village à côté de chez moi, qui est à la dérive totale parce qu'on n'a pas de médecin. Ouais. Et bien grâce à la radio, eh bien, on a récupéré un médecin que je salue d'ailleurs, qui est de Carcassonne et qui vient une fois par mois dans notre village pour assurer. Eh bien, moi, je dis bravo. C'est top ça, hein non, c'est bon, hein. Magnifique. Alors ça, Merci, ça merci c'est bien. Fabio. Donc si vous savez que vous pouvez passer des messages, hein, le 0826 300 300 avec Maxime et Aude qui sont là bien entendu, et Aurore et toute l'équipe. Le grand débat du jour, c'est facile. Une semaine de vote avant le vote de confiance. Le Premier ministre donc reçoit dès cet après-midi jusqu'à demain les partis politiques. Avec cette question du jour, François Bayrou peut-il encore sauver sa place? Oui, question, peut-il sauver son poste? Pour le moment, vous dites non à 97% sur Twitter. Vous pouvez bien sûr voter au 0826 300 300. Alors, sachant que son budget n'est ni fait ni à faire, aucune chance qu'il reste et on va pas se plaindre. Philippe Bilger, je vois que vous n'êtes pas d'accord. Ça prouve que j'ai raison, comme 97% des votants de Sud Radio. Et puis, question rentrée des classes, la question du soir avec les nouvelles réformes. L'éducation nationale va-t-elle dans le mur, Philippe? Alors, parlons vrai. Avec les nouvelles réformes, l'éducation nationale va-t-elle dans le mur? Là, c'est pas 97%, c'est non à 99%. Un score quasi digne de Radio Pyongyang. Alors moi, je vous le dis franchement, c'est pas avec des réformettes qu'on va réformer l'éducation nationale. Il faut tout remettre à plat, du sol au plafond, avec des hussards noirs de la République. On vous attend encore et toujours au 0826 300 300. Je ne sais pas pourquoi cette nouvelle formule Philippe Bilger n'apprécie pas du tout. Hein. Je pense qu'il va vous claquer le beignet. Allez-y, Mais Philippe. il y a deux sujets. Oui, donc, ma il y a chère deux Cécile, sujets. comme d'habitude. Voilà, Oui. deux sujets comme d'habitude. Allez, soyez les bienvenus. Deux fois Philippe. Tout de suite, le grand débat. Les vraies voix Sud Radio. Et le grand débat du jour, aujourd'hui justement, donc on revient, on le disait, avec cette semaine de vote, le vote de confiance, le Premier ministre qui reçoit cet après-midi déjà les premiers partis jusqu'à demain avec cette question du jour. François Bayrou peut-il encore sauver sa place? Pour l'instant, c'est non. Philippe Bilger, vous qui êtes un fervent soutien de François Bayrou, est-ce que vous pensez quand même qu'il y a quand même une mince tendance qui pourrait nous dire que trop de souris, un trou de fourmis, Un chat d'aiguille, là, ce serait. disait Sonia Mabrouquière. Mais vous avez raison, ma chère Cécile. D'abord, bonheur de vous retrouver. Eh ben moi aussi. Et le vous est global. Oui, oui. Tout de même, je ne veux Pour pas- l'instant, je dis pour Je ne l'instant. veux pas désobliger notre animateur chroniqueur. Mais la ferveur que vous évoquez, elle est légitime parce que j'ai rarement entendu tant d'opprobre projeté sur un Premier ministre qui a en effet à l'heure actuelle une démarche pathétique. Il cherche à croire qu'il a encore une chance alors que malheureusement l'idéologie et l'esprit partisan des structures, il est en train de recevoir le Parti communiste, le Parti socialiste ne cesse de répéter qu'il refusera la confiance, même dans son groupe central il y a des oppositions, donc je trouve pathétique et en même temps admirable d'une certaine manière ce Premier ministre qui se bat et qui a plus que le dos au mur, qui va perdre la confiance des Français alors que je continue à penser qu'il a eu un parcours estimable. Certains pensent qu'il aurait dû se battre avant, Philippe. Ah, pathétique et admirable, c'est fabuleux. Ça me rappelle un peu une chanson de Jacques Brel où il disait beau et con à la fois. C'était Jackie. Alors évidemment, ça ne concernait pas. Mais ça ne concernait pas Bayrou. Prenez pas le deuxième
deuxième adjectif. Non, ce que je trouve pathétique, alors là je suis bien d'accord, c'est encore et toujours la peur. Si je pars, c'est le chaos. Si je pars, c'est le drame. Si je pars, c'est le FMI. Non, faut quand même arrêter. Ça fait 8 ans que ce pays est dirigé par la peur. Il a été dirigé par la peur de l'extrême droite entre les deux tours de la présidentielle en 2017, rebelote en 2022, la peur du Covid, la peur de la dissolution, la peur de tout. Non, un pays, il est capable de se relever. Et d'ailleurs, soit dit en passant, on paye aujourd'hui la dissolution que certains qualifiaient d'hasardeuse. J'en faisais partie il y a maintenant 14 mois. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Alors ce serait bien que, je pense que celui qui a fait la dissolution, il s'appelle Emmanuel Macron, qu'il soit capable de prendre ses responsabilités et d'en tirer les conclusions. Mais je pense que c'est beaucoup demandé. Ouais. Moi, je suis surpris d'entendre Philippe Bilger. Il doit avoir un lien de parenté avec Mère Teresa pour sauver le monde et sauver le soldat Bayrou. Oui. Mais je pense que Bayrou il n'est pas sauvable. Non, mais il n'y a que toi qui en parles. Hein. C'est pour ça que je dis avec de façon positive. Estimable. Et c'est une personnalité courageuse et obstinée. Estimable en cours. Et le constat qu'il fait est juste. Estimable en cours. Tout est bloqué. Barnier, on a eu l'épisode Barnier, on a l'épisode Bayrou. Excusez-moi, mais le résultat, il est quand même un peu faiblard. Quoi. Mais qu'est-ce que vous feriez, vous, à sa place, Bruno Pomar? Moi, je suis déjà élu de mon village, je m'en occupe bien, j'ai pas de déficit dans mon village, je peux vous l'assurer. Donc c'est déjà pas mal. Et oui, j'ai pas 3300 milliards de déficit, c'est pas de l'affaire de... C'est sûr que ça fait beaucoup par habitant à Belleflou. Hein. Non, mais j'entends bien que le déficit, il vient depuis très longtemps. Mais encore une fois, on est en train de tourner en rond inlassablement. Donc à un moment donné, la dissolution, il la faut. Et le fait remarquable, c'est que Marine Le Pen a été la première à le dire, alors qu'elle risque gros, elle, avec la dissolution. Excusez-moi, si on fait son bilan, par exemple, vous, Philippe Bilger, si on fait le bilan de François Bayrou, est-ce qu'on a quelque chose qui prouve que l'action plutôt que l'inaction? Oui, alors il y a un certain nombre de lois qui ont été votées et dont on parle peu, et d'autre part, François Bayrou a pâti, depuis qu'il est Premier ministre, d'une sorte de mépris, de dérision permanent qui n'ont pas facilité son action. Il s'est trouvé dans une configuration politique singulière, tout le monde l'admet, et il a fait un remarquable et triste constat de l'état des finances publiques. Alors je ne dis pas qu'il a trouvé les remèdes, il propose un projet de remède. Non mais attendez, Philippe, quand vous entendez Bayrou qui dit hier, moi j'ai retenu qu'une phrase, c'est que le déficit c'est la cause des Français. Mais j'hallucine totalement. Mais c'est hallucinant. Non, mais c'est totalement hallucinant. Mais non, d'abord les boomers et ensuite les Français. Oui, les boomers. Non, mais c'est ça. Non, mais attendez, le rythme de vie de l'État, c'est ça les avancées de Bayrou? C'est ça. On dépense toujours plus de pognon, on crée des agences, on crée du déficit partout, et il n'y a rien qui avance, et tout en bazar. On le voit, nous, les maires du rural, comment on souffre de ces gouvernements, parce que rien n'est fait, concrètement. Mais il a raison quand il dit que c'est à plus de 50 ans, quand même, tout ça. Ah ben, dernier déficit budget en équilibre, 1974, l'année, je crois, où le film numéro 1 au box-office était Emmanuel, le film préféré de Philippe Bilger, faut-il le rappeler. Ça prouve quand même que ça fait 50 ans que ça dure, mais bien sûr. Bayrou, il fait de la politique, il a été élu député pour la première fois en 86. Ah oui, c'est pas de il y a 40 ans. Est-ce qu'il a voté une fois un budget en équilibre? Est-ce qu'il a une fois en tant que ministre fait faire un budget en équilibre? Et désolé de le dire, mais aujourd'hui, c'est quand même un peu amusant de voir que ceux qui appellent à la catastrophe s'y partaient sont les mêmes qui nous ont menés à la catastrophe. Allez, je juste gardez votre sang-froid, Philippe Bilger. On revient dans un instant. Vous pouvez nous appeler au 0826 300 300 avec cette question. Est-ce que François Bayrou joue sa survie politique en ce moment? Est-ce que vous y croyez comme Philippe Bilger? Est-ce que vous pensez qu'il y a quand même un petit trou de souris? Je n'y crois pas. Ah, vous n'y croyez pas? D'accord, très bien. Un trou de fourmi. Mais ça y est. Ah ben voilà, c'est toujours un petit trou. Allez, à tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 18h-20h. Cécile de Ménibus. Et on est ravis de vous retrouver avec cette joyeuse bande de cette rentrée avec Philippe David, bien entendu, Philippe Bilger aussi, qu'on est ravis de revoir aussi, et Bruno Pomar aujourd'hui. Et vous au 0826 300 300 avec cette question. On revient sur l'avenir de François Bayrou qui joue peut-être sa survie politique, même si c'est quasi fait à une semaine de ce vote de confiance. En ce moment, il est en train d'échanger avec des partis et ça continue demain. Et on en parlait il y a quelques instants avec nos éditorialistes du jour, et ce numéro de téléphone le 0826 300 300, et c'est Hervé qui était avec nous de Pau. Bonsoir Hervé.
Bonsoir Cécile, Hervé. bonsoir à tous vos chroniqueurs et à Philippe et David aussi. Ouais. Et petite information. Alors vous, bien entendu, j'imagine, vous imaginez que la sortie est proche. Quel regard vous portez sur François Bayrou ? Alors, avant de parler de François Bayrou, je porte un regard sur l'ensemble des députés qui ne rêvent que chacun de prendre sa place. Ils ne pensent pas du tout que c'est un peuple qui les a élus et pas pour créer le chaos. Pour créer des solutions qui donnent de la sécurité à la population française et à toutes les personnes qui y participent. En ce qui concerne François Bayrou, il joue peut-être sa place dans le climat actuel, mais une guerre n'est jamais gagnée avant qu'elle ne soit complètement réalisée. Il y a une chose que François Bayrou peut-être a oublié, c'est qu'en prenant 2 jours de congé aux gens qui travaillent, les seuls qui travaillent et qui soient actifs, c'est quand même un peu difficile pour les personnes qui ont des petits revenus de penser que c'est encore sur eux qu'on va taper, alors qu'il y a peut-être d'autres actions à mener. Je ne sais pas, je vais peut-être dire une bêtise, mais il peut remplacer cette mesure peut-être par une solution d'emprunt d'État. Je ne sais pas si ça marche, si c'est réalisable. Il est déjà revenu en arrière là-dessus. Oui, il est déjà revenu. Ouais. Il est déjà revenu en arrière sur ce sujet des 2 jours fériés. Je me demande si c'est juste quelque chose qu'il avait lancé comme ça pour que les gens se... On tape très haut, à la façon Trump. On tape très haut et ensuite on non, mais c'est ça. Non, mais c'est vrai. Il a dit, même si c'est qu'un jour. Enfin bref, c'est là où on ne sait pas où il va, mon cher Philippe. Mais il avait. Et en ce qui concerne le reste, je crois que la plupart de la population française n'est pas au courant de toutes les mesures qu'il a prises pour pouvoir économiser 44 milliards. Donc c'est très flou pour le lambda qui passe. On ne sait pas quelles sont ces mesures et pour quelles raisons ces gens qui sont pourtant de l'Assemblée, qui ont été élus, d'un seul coup veulent le fustiger. Ouais. On va faire réagir Philippe Bilger si vous permettez. Pourtant, il s'est expliqué très souvent sur les mesures qu'il avait l'intention de prendre et notamment sur la gravité du constat. Alors, on peut discuter une chose chez François Bayrou, le fait que, en effet, il fait un constat implacable sur la gravité de notre déficit, mais il laisse croire que la seule solution pour y remédier, c'est ce qu'il propose. Et moi, je crois que ce qu'il propose est de toute manière trop modéré, trop frileux pour réussir. Vous voyez que je ne suis pas un inconditionnel de François Bayrou, mais je considère qu'il faut d'abord accepter le constat très lucide qu'il fait. Philippe David, est-ce qu'il est courageux quand même, parce que de proposer de rester, de partir sur ce vote de confiance, c'est quand même le seul à le faire, quoi. Cécile, est-ce que vous me permettez de poser une question à Hervé de Pau? Hervé, êtes-vous béarnais? Pardon? Êtes-vous béarnais? De cœur, oui. Mais bon, parce que vous savez, Cécile, on a un proverbe sur les Béarnais. Un Béarnais parle 3 langues. Le français, le béarnais et le sous-entendu. Voilà. Le drame, c'est que Bayrou, il parle bien français, il est agrégé de lettres. Le béarnais, je sais pas s'il le parle, mais le sous-entendu, il ne fait que ça. Moi, j'attendrais d'un Premier ministre qu'il dise, écoutez, voilà, il y a un trou et on va vraiment y aller à la serpe. On va y aller, par exemple, à la Thatcher, histoire de dire, parce que, excusez-moi. C'est à peu près ce qu'il dit, quand même. Oui, mais alors, mais attendez, mais vous rigolez, mais pas sur les bons axes. Mais attendez, excusez-moi, vous avez les agences d'État qui coûtent au moins 80 milliards et qui, pour la plupart, ne servent à rien. Mais parce que, excusez-moi, mais toucher sur ceux qui bossent. Le drame de la France, c'est qu'il n'y a pas assez de monde qui travaille, plus que les gens qui ne travaillent pas assez, parce que les Français travaillent beaucoup. Le travailleur français est surtaxé. La solution, je ne vois pas comment on peut dire à des gens, on vous retire 2 jours fériés, parce que ça pose beaucoup de problèmes. Je pense que j'ai des amis touchés pour les familles recomposées, etc., qui tapent dans les agences d'État. Moi, dans les vraies dépenses, je peux vous dire que je vais vous faire du afouéla et à grande vitesse. Mais vous, bien sûr, mais oui, vous êtes prêt à tous les simplismes. Arrêtez, mais franchement, mais vous êtes un conservateur qui aime. Ça marche pas, on continue. Comme l'a très bien dit Cécile, vous reprenez exactement ce que j'ai dit, sauf que vous le qualifiez de sous-entendu. Il dit clairement ce qu'il faut faire. Les agences d'État, il n'a pas parlé du tout. Mais non, il n'a jamais parlé des agences d'État. Il n'a jamais parlé des agences d'État, par exemple. J'ai dit tout à l'heure que son projet était trop frileux. Voilà. Oui, pas assez audacieux. Oui. Donc, en quoi votre contradiction est pertinente? Ah ben, ma contradiction est totalement pertinente parce qu'il s'attaque aux dépenses, mais pas au bon endroit. Alors, ça change quand même tout le problème. Allez, le mot de la fin avec Hervé. Je sais pas si... c'est tendu aujourd'hui. Je sais pas si on aura un vote de confiance entre les Philippe.
Pardon. Si dans une entreprise, on envisageait avec l'expert comptable, avec les cadres, l'ensemble, une discussion comme il y a lieu aujourd'hui, il n'y a aucune entreprise qui fonctionnerait. C'est clair. Il y a des décisions à prendre, elles sont peut-être pas toutes les bonnes, elles sont pas suffisantes, d'accord. Mais créer le chaos comme tout le monde le laisse entendre, c'est encore pire. Et nous, on en a marre. On en a marre dans notre vie d'entendre ces dilemmes entre les uns et les autres. Olivier Faure, mais qui retourne à l'école, il sait même pas compter. Quand il parle dans un discours, il sait même pas compter. Allez. Mais qu'est-ce qu'ils veulent? La place? Oui. Mais dans ce cas-là, il fallait qu'il soit plus performant avant. Merci beaucoup, Hervé. Il y est, il faut lui donner une chance d'arriver au moins sur une année, de voir ce qu'il va donner, et si véritablement il y a un rétablissement. S'il n'y a pas de rétablissement, allez, salut, on sera presque en 2027, on pourra passer à autre chose. Mais là, c'est tous les 8 mois, on va changer de Premier ministre. Ouais, non, mais on c'est sait. pas sérieux. Hervé, on est très en retard. Je suis obligée de vous couper. Je suis désolée. Merci en tout cas d'avoir participé à cette émission. Et puis il y a des informations qui nous semblent dingues. Il y a cette nouvelle chronique, ça s'appelle On y croit. Les vraies voix Sud Radio. Et c'est avec Majid. Bonjour Majid. On n'y croit pas justement à Orange. Une distribution de fournitures scolaires a été annulée par le préfet du Vaucluse. Et oui, Cécile, et la raison, l'opération aurait été récupérée par un réseau de trafiquants de drogue, le fameux FV Gang. La personne à l'initiative de cette distribution est le joueur formé à l'Olympique lyonnais, Mohamed El Arouche, aujourd'hui footballeur à Molenbeek en Belgique. Une action qu'il a annoncée sur TikTok pour son quartier natal de Fourchevielle. Objectif, c'était vraiment d'aider les enfants à la veille de la rentrée, sauf que l'arrêté préfectoral est tombé. Je cite, la réalisation par ce réseau d'une action caritative et de nature à valoriser les actions du groupe FV Gang ainsi qu'à sa réputation. Résultat, annulation. Mohamed El Arouche s'est défendu justement à ce sujet. On l'écoute, c'était au micro de nos confrères de BFM TV. Moi, je connais pas du tout FV Gang. Je suis footballeur professionnel, c'est un statut professionnel. Je suis venu faire ça pour les petits du quartier qui jouent. Il y en a qui font du foot. En tant qu'enfant du coin et footballeur professionnel, j'ai fait ça de mes propres soins. Bruno Pomar, vous qui êtes notre vraie voix du soir, est-ce que, selon vous, sur cette initiative caritative, il y a un lien entre le footballeur et les narcotrafiquants? Il pourrait y avoir un lien. Oui, n'allons pas trop vite en besogne, mais bon, visiblement, le préfet de police a interdit catégoriquement, le préfet du département du Vaucluse a interdit la distribution. Là où il faut s'interroger, et quelque part c'est vrai, puisque moi je suis dans ces quartiers très souvent et j'ai eu sur le terrain associatif de nombreuses propositions pour nous aider dans les quartiers. Effectivement, il faut savoir que les réseaux, je pense à des aides mafias entre autres, mais d'autres réseaux de trafiquants sont capables de proposer, évidemment, d'animer ces quartiers, parce que pourquoi? Tout simplement, ces quartiers sont totalement délaissés, on le sait par l'État, évidemment, parce qu'on nous raconte qu'on balance des milliards en politique de la ville, etc. Mais en attendant, ces quartiers n'ont plus rien. Les seuls qui sont présents, évidemment, ce sont les chouves, tous ces jeunes qui créent le trafic sur place et qui alimentent quelque part ces quartiers. Et c'est effectivement vrai que certains peuvent proposer, là on le voit peut-être avec les fournitures, est-ce qu'il y a un lien direct ou pas? N'allons pas trop vite en besogne, ce footballeur l'a peut-être fait de bon cœur. Et pourquoi pas s'il y a des rappeurs qui le font, il y a des choses comme ça. En tout cas, ça se superpose. Moi je l'ai connu dans un quartier à Marseille, c'était un peu long. 30 secondes, allez. Oui, mais c'est du vécu, mon cher Philippe. Oui, mais il nous reste 30 secondes, les amis. 30 secondes. Et la rouge peut être compatible avec la mafia qui offre des fournitures scolaires gratuitement. Pourquoi? Mais c'est le comble d'un délitement de l'État. Il n'y a rien de plus grave que ce qui se passe avec ce préfet de Vaucluse. Déjà, on a peur que les citoyens remplacent l'autorité de l'État, mais là, vous vous rendez compte du cynisme avec lequel une mafia prétend faire le bien alors qu'elle propage le mal. C'est hallucinant. Merci beaucoup Majid pour cette info. On n'y croit pas, vous restez avec nous, on fait une petite pause, on revient dans un instant. 0826 300 300, vous pouvez participer à toutes les émissions bien entendu et à celle de ce soir. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. 8h20, Cécile de Ménibus. Et on est très content de vous retrouver pour cette rentrée des classes. Rentrée des classes. Il y a beaucoup de parents aujourd'hui qui ont amené pour la première fois leur enfant à l'école. Vous vous souvenez, Philippe Bigère, la première fois vous avez emmené l'un de vos enfants à l'école pour sa première école. L'émotion? J'ai quelques souvenirs, notamment ma fille Charlotte, qui ameutait tout le quartier pendant plusieurs semaines. Elle a, comment on appelle, vous savez, ces gentilles dames
dames qui font traverser sur les passages. Oui, ça se... elle était effrayée, et puis ça, peu à peu, ça s'est calmé. Mais je peux comprendre que le premier contact avec l'école, quelle qu'elle soit, fasse peur. C'est tout de même un changement de monde et de vie. Ah ouais, Philippe Bilger. Moi, j'en garde un souvenir génial. J'avais amené ma fille qui avait pas encore 3 ans pour se familiariser avant entre les vacances de Pâques et les vacances d'été. Et une fois j'arrive, et elle pleurait parce que je revenais. Je venais la chercher. Parce qu'elle était en train de danser devant la musique. Et elle me regarde, mais moi je veux danser. Mais je comprends, moi. À chaque fois que je me vois, je pleure. Moi, c'est pareil. Moi, que ce soit avec mes filles et mes petits-enfants, lorsque je descends dans mon petit village de Bellefou, effectivement, j'ai plaisir de les amener à l'école en semaine, comme ça, parce que je trouve ça Mais la formidable. première fois, ça, pour un papa, c'est terrible de laisser son enfant à d'autres. Même pour le grand-père que je suis, d'ailleurs, c'est vrai que ça fait drôle de les ramener le premier jour à l'école. Mais c'est des moments, c'est des moments qui sont forts, c'est bien. Voilà, donc on pense bien aux parents aujourd'hui, bien entendu, et aux enfants qui ont dû sortir en disant non, je ne peux y aller demain. Allez, tout de suite, le tour de table des chroniqueurs. Mais maniez-vous le tronc, on va bientôt se mettre à table. Tout de suite, là? Ça a commencé? Oui. L'émission a commencé? C'est ce que je viens de dire. Excusez-moi, je ne savais pas que l'émission avait commencé. Ah, d'accord. Le tour de table. De l'actualité. Philippe David, puisque vous avez la parole, vous êtes en proms, vous voulez revenir sur une information assez terrible. Une information complètement dingue, et je tiens à remercier les policiers, comme on a notre ami Bruno Pomar avec nous. Ça s'est passé à la gare de Lyon samedi. La police contrôle 2 personnes qui descendaient d'un train. Oui. Et que trouve-t-il dans le slip d'un d'eux? Accrochez-vous bien, 10 millions d'euros de bijoux. Ouais. Alors, quand je vous avais dit, Cécile, ça c'est les bijoux de famille, je dis oui, là, certains disent qu'ils s'en font en or, là c'est en or, en diamant, en émeraude, en platine, en les rubis. vrais n'ont pas été écorchés. Non. Comment? Les vrais n'ont pas été écorchés. Non, a priori non. 10 millions d'euros. Alors moi, ceux qui critiquent tout le temps la police en disant que c'est scandaleux, les contrôles comme ça, personne. Alors c'est 2 Tunisiens, bien que c'était 2 personnes tunisiennes qui vont dire que c'était du contrôle au faciès, etc. Moi je trouve ça quand même très intéressant qu'on ait pu retrouver 10 millions d'euros. Comment peut-on cacher 10 millions d'euros? Comment vole-t-on 10 millions d'euros? C'est pas les vies, tu sais, tu peux avoir 2 ou 3 bagues. Cécile en a une à 5 millions d'euros au premier. On peut avoir 2 ou 3 bagues, ça dépend de la taille. Mais, mais ceux qui critiquent tout le temps la police en disant que c'est scandaleux qu'ils fassent des contrôles, moi je trouve ça très bien. La police a du flair. Ah bah oui, c'est le cas de le dire. Mais alors moi je veux dire, cette affaire m'a tellement espanté, 10 millions d'euros dans un slip, que je me demande si mes coups de gueule, je vais les commencer par je vais remettre le clocher au milieu du village ou la Rolex dans le slip parce qu'il y avait dedans une Rolex en plus. Tout de même, si je pouvais faire ça, c'est fou. À tout instant, on viendrait vers moi. Ah, voilà, c'est fou. Ah, bah, c'est dingue. Les policiers font un travail formidable, et toute la journée, que ce soit les gares, les grandes gares parisiennes, gare du Nord, gare de l'Est, Austerlitz, en fait, tout ce qu'on peut imaginer. Il faut voir le nombre de patrouilles de contrôle que sont obligés de faire les policiers, pour stabiliser la sécurité dans ce pays. Et malheureusement, heureusement d'ailleurs, qu'ils sont tombés sur ces trafiquants, qui sont évidemment connus des services de police, comme toujours, malheureusement. Bon, en tout cas, il faudra les rendre aux propriétaires. Il faudra faire une petite lavette quand même avant. Petit. Parce que là, bref, on va pas. Philippe Bilger, l'union des droites serait-elle encore possible sans Marine Le Pen? J'ai lu hier un double entretien dans le JDD. Oui. Avec Sarah Knafo et Éric Zemmour. Et quoi qu'on puisse penser politiquement de ce couple-là, il est ce couple d'une remarquable intelligence, et rien de ce qui sort de sa bouche n'est indifférent. Et j'ai pensé en les écoutant que la droite républicaine, celle de Bruno Retailleau, ne pourra plus traiter par le mépris ou la dérision les propositions de faire l'union des droites. C'était facile à l'époque avec Marine Le Pen, puisque Bruno Retailleau a dit qu'elle était irrationnelle et imprévisible, et c'est assez vrai pour le programme du Rassemblement national, mais c'est pas du tout évident si on rêvait d'une union entre Reconquête, par exemple, et la droite républicaine. Il faut que celle-ci arrête de refuser systématiquement une grande chance pour la droite. Bruno Pomar. Je partage le point de vue évidemment de Philippe, effectivement, mais le seul souci c'est qu'il va falloir faire l'union, parce que quand on voit ce que représente le Rassemblement national, c'est plus de 31%, ce qui est énorme. Il faut savoir que LR, il plafonne à 10%.
Pourtant, Retailleau bosse, essaie d'aller au contact du RN pour montrer que voilà, il est là. Mais ils sont toujours à 10%. Donc si Lyotte... Mais est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de résultats, soyons clairs ? Non, je pense que tout simplement, c'est que il faut que les partis de droite, avec Horizon, d'ailleurs, qu'il y a une grosse implantation locale, mais Lyotte, Horizon, le RN, etc., tous au moment doivent faire une alliance. C'est pas gagné, Philippe. Parce qu'Horizon est de droite, c'est une première nouvelle. Ah bah oui, ils sont alliés du gouvernement et Édouard Philippe du terrain sont de droite. C'est tout sauf une. Non. Horizon est tout sauf de droite. Non, c'est du centrisme mou. Regardons les choses en face. Comme le disait très justement Bruno, LR 10%, Reconquête 5%, RN 30%. Ah oui. Donc le RN vaut le double des deux autres réunis. Oui. Donc faire une union des droites sans le RN, c'est même pas envie. Si, mais parce électoralement, que ce sera pas Marine porteur. Le Pen ne sera plus là. Alors, excusez-moi. Alors, il faudra m'expliquer une chose. Et puis arrêtez avec vos flagorneries sur Bruno Pomar. En permanence, il est policier, il peut dire des inepties tout de même. Il a l'opposition, Philippe Bilger. Et c'est le principe du débat, sinon c'est le principe du débat. Et surtout, une chose, c'est quand même, ça me paraît compliqué pour LR de dire qu'on ne s'allie pas au Rassemblement National parce que c'est un parti d'extrême droite, alors que Reconquête est plus à droite que le RN et qui s'associerait avec. J'aurais un problème de compréhension. Mais pas du tout, vous avez toujours un problème de compréhension. Excusez-moi, mais là c'est l'hôpital qui se fout de la charité, excusez-moi. Bonjour. Vous avez compris ce que j'ai dit. Retailleau a dit que le problème du RN, c'est qu'il était irrationnel et imprévisible. Il n'a pas véritablement une politique de droite cohérente, efficace. Donc il n'y aura pas de droite au pouvoir. Mais ça, vous verrez. Mais non, excusez-moi, Philippe. Mais non. Bruno Pomar, pendant que vous y êtes. Allez, Vendin le Vieil. Oui, je reviens toujours à cette décision qu'a pris Gérald Darmanin, qui a été critiquée par nombre de journalistes, même en disant qu'il faisait un coup d'éclat en lançant, comme il avait fait avec ses grandes opérations XXL quand il était ministre intérieur. Il a lancé ces centres de détention de haute sécurité. C'est une très bonne chose. On est en train de déstabiliser, il y a du travail encore, c'est pas fini, de déstabiliser tous ces réseaux sociaux au plus haut niveau, réseaux de narcotrafiquants au plus haut niveau, et je pense qu'il a réussi un coup. La preuve, c'est qu'il y a quelques jours encore, on a vu ces narcotrafiquants en train de noyer leurs cellules. C'est pas grave, on leur coupe l'eau et puis ils prendront une douche tous les 6 mois. Mais là, je vois qu'encore une fois, le fait de les isoler totalement, alors c'est pas de l'avis des avocats pénalistes qui les défendent, évidemment, ils sont payés pour ça. Mais en attendant, je pense que la stratégie qu'a eu Darmanin est une très bonne stratégie et il faut continuer, il faut intensifier la lutte contre ces narcotrafiquants. Bruno Pomar a totalement raison. Il faut soutenir à fond Gérald Darmanin et qui va faire l'objet. Il y a déjà une multitude de recours judiciaires et administratifs. Il faut le soutenir à fond. Je suis entièrement d'accord. Il y a une chose qui me fait peur quand même sur la prison de Vendin-le-Vieil, c'est qu'il y avait un détenu qui s'appelait Redouane Faïd, qui a été multi-condamné dans des affaires particulièrement graves et qui a fait un recours et la justice lui a donné raison. Il a été changé de prison parce que ses conditions de détention étaient considérées comme trop dures. Et plusieurs des nouveaux arrivants de la prison de Vendin-le-Vieil ont fait les mêmes recours devant la justice. Alors d'ici à ce qu'on nous dise, oui mais Vendin-le-Vieil, c'est trop dur pour ces pauvres petits chéris, maintenant il faut changer les conditions de détention, il y a peut-être pas loin de ce moment-là que je crains personnellement. Mais l'avenir, c'est quoi? Ça va dans le bon sens, Bruno Pomar, finalement? Mais totalement. Est-ce qu'ils ne vont pas lâcher à un moment donné par la pression des avocats? J'espère que non, sinon on a perdu la bataille. On laisse faire les narcotrafics et on devient la Colombie, voilà, tout simplement. On laisse faire les futurs Pablo Escobar qui vont s'installer en France et qui vont gérer le business, gérer le social, puisqu'il y a un manque de dispositifs dans nos quartiers, etc. Et qui vont prendre la main sur la société française, au détriment évidemment du calme, de la sécurité, de tout ce qu'on attend, surtout dans ces quartiers qui en ont besoin. Allez, merci les garçons. Allez, vous restez avec nous. On revient dans un instant avec l'info en plus. On reviendra sur la mort de ce streamer, Jean Portmanov. La mère du défunt s'est exprimée hier soir devant les caméras de nos confrères de TF1. On va en parler dans quelques instants. À tout de suite.
Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton. Merci pour vos émissions et continuez comme ça parce que vous êtes formidables, tous. Sud Radio, parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 18h-20h, Cécile de Ménibus. Et autour de cette table, dans les vraies voix version septembre 2025, Philippe David, bien entendu, Philippe Bilger, Bruno Pomar et vous au 0826 300 300. On parle beaucoup du terrain et beaucoup d'affaires dans cette nouvelle version d'émission. On va vous donner beaucoup plus la parole aussi, vous allez voir. Et là, c'est l'Info Plus avec Baptiste Ellemettet. Les vraies voix Sud Radio. Et 2 semaines après la mort du streamer Jean Pormanov, la mère du défunt s'est exprimée hier soir devant les caméras de nos confrères de TF1, apportant de nouvelles révélations. Et oui, hier, lors de 7 à 8, Joëlle Gravin, donc c'est la mère de ce streamer Jean Pormanov, elle explique que son fils, il ne se sentait pas en danger. C'est vraiment ce qu'elle a affirmé tout au long de l'interview. Donc pour rappel, le streamer de 46 ans, numéro 1 français sur la plateforme Kik, est décédé en plein milieu d'une diffusion en direct. Lors de ses streams, JP, comme il était souvent appelé, il a été victime de violences physiques, de privation de sommeil. Tout ça, c'était le quotidien un peu de ses streams. De la torture, hein, presque de la torture. Oui, ça pouvait s'y apparenter sous certains angles. En tout cas, malgré tout, l'autopsie affirme que, je cite, les causes probables du décès apparaissent d'origine médicale ou toxicologique, ce qui écarte de facto l'intervention d'un tiers. Donc les vidéos étaient suivies par des milliers de personnes. Et donc la question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce que les viewers peuvent être condamnés pour non-assistance à personne en danger? Donc nous sommes avec Jonathan Belaïch, avocat expert en contentieux. Est-ce que les viewers peuvent être condamnés pour non-assistance à personne en danger? Bonsoir maître. Bonjour. Écoutez, pour moi, c'est vraiment tiré par les cheveux parce que il faut savoir qu'ils ont quand même un vrai rôle passif. Et pour qu'il y ait une responsabilité pénale, il faut qu'il y ait déjà une forme d'intention, il faut un certain rôle actif et si on commence à s'intéresser à la responsabilité de gens qui regardent quelque chose au niveau pénal, ça rend le schéma de responsabilité infini et interminable. Moi, je pense que le véritable sujet de responsabilité, c'est celui de la plateforme qui peut être poursuivie parce qu'elle a laissé un contenu manifestement illicite en ligne et que justement son business model a permis à justement des viewers de regarder quelque chose d'inhumain et de strictement interdit. Je clôturerai par le fait que le simple fait que la mère du défunt estime que il y a adhéré ne rend pas la situation licite. Bougez pas, maître Baptiste. Alors justement, la plateforme, après cet événement, elle a annoncé, elle a fait un communiqué en disant qu'elle allait revoir toute sa politique de choses légales en fait. Du contrôle en fait. Du contrôle et de la diffusion, parce que c'est arrivé, c'est une nouvelle plateforme qui est arrivée justement en disant on a beaucoup de liberté, nos streamers ont une liberté quasiment infinie, ils peuvent faire ce qu'ils veulent à l'écran. C'est justement pour ça que certains qui étaient sur d'autres plateformes sont arrivés sur cette plateforme-là. Alors je me tourne vers Philippe Bilger. Juste une question. Je rejoins totalement maître Belaïch sur le premier point qu'il a évoqué. Et pour la responsabilité de la plateforme, on pourrait trouver des qualifications pénales et pourquoi pas un jour mise en danger de la vie d'autrui à partir du moment où le processus peut durer autant qu'on veut, mais il peut aboutir à la mort de quelqu'un, même si vous l'avez très bien dit, il paraît qu'il n'y a pas eu l'intervention d'un tiers. Bruno Pomar. Moi, je voulais poser la question à maître Belaïch. On n'a pas parlé, dans vos propos, vous n'avez pas abordé le sujet de Pharos et de l'Arcom. Et c'est l'État quand même qui contrôle tout ça. Oui. Moi, je veux bien qu'on tape sur les mecs qui ont fait ces actes-là, mais à un moment donné, ces services-là sont quand même censés. Et habituellement, je ne tape jamais sur la police, parce que Pharos, c'est la police. Parce que ce sont des heures de vue pour le H24 quand même. Absolument, ils sont en sous-effectif, ça c'est vrai, mais il y a une vraie question à se poser. L'Arcom, au lieu de s'occuper de casser la chaîne C8 et de tuer Cyril Hanouna, qui est reparti de plus belle ce soir d'ailleurs, il faudrait mieux s'occuper de ces sujets-là. Ça serait quand même... Ils étaient alertés en plus. Alors,
Sur l'Arcom, il faut savoir que en matière de retrait de contenu illicite, ça fait pas partie du pouvoir de l'Arcom. Après, il faut savoir que lorsqu'on a affaire à des violences comme celle-ci sur des plateformes en ligne, ça relève du parquet qui aurait pu, et d'ailleurs je crois qu'il y a une enquête qui avait été diligentée, et il était possible effectivement à l'Arcom de diligenter eux aussi une procédure judiciaire. Ils avaient le pouvoir de le faire. Ils ne l'ont pas fait, mais bon, après ce qu'il faut savoir, c'est que l'extension des pouvoirs de l'Arcom en matière de numérique est vraiment récent. Jusqu'à présent, c'était vraiment une autorité administrative qui se limitait à tout ce qui était audiovisuel, et aujourd'hui, avec l'affaire Portmanœuvre, on lui saute dessus parce que on estime qu'elle est responsable de tout ce qui va se passer en matière de contenu en ligne. Mais bon, je pense qu'il faut pas aller sur ce terrain-là. Je pense que l'Arcom, en tout cas en mettant en demeure, a quand même fait ce qui était dans ses pouvoirs. Elle n'avait pas plus de pouvoir. Elle aurait pu attaquer en justice, mais en réalité, on a affaire à des faits qui relèvent du pénal, et il s'est passé des choses au niveau pénal, et la plateforme, je le répète, peut se faire attaquer. Et d'ailleurs, il y a une enquête qui a été ouverte, et pour moi, s'il y a des violences qui ont été commises, pour moi, elle est complice. Moi, en tout cas, c'est mon analyse juridique. Maître, pardon, Baptiste, oui. vous m'arrêtez si je me trompe. Les animateurs, entre guillemets, ont quand même sollicité les internautes en disant, si vous voulez que je le frappe, dites-le moi, envoyez-moi des messages. Donc il y a quand même une responsabilité de ceux qui regardent quand même. Mais attendez. Il y a une complicité quand même. Attendez, il y a pas de celui qui regarde, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il peut pas savoir à l'avance ce qu'il va regarder. Donc déjà, c'est le premier élément. Ensuite, celui qui regarde, il faut qu'il ait, en fait, lui, il ne participe pas à un quelconque acte de violence, et en plus de ne pas y participer, il ne donne pas les moyens matériels d'y participer, contrairement à la plateforme. Ce n'est pas parce qu'il y a un viewer que l'acte a lieu, et ce n'est pas à cause de lui. Lui, en fait, ce n'est qu'un spectateur. Ceux qui regardent, c'est une indignité humaine, mais ça n'est pas une qualification pénale. D'accord. Merci beaucoup, maître Jonathan Belaïch, avocat expert en contentieux. Merci beaucoup, Baptiste. Allez, tout de suite au 0826 303 France. Et si vous étiez ministre? Les vrais voix Sud Radio. Oui, mais on est toujours à l'antenne. Bon, et cette séquence, si j'étais ministre, quel que soit votre métier, j'ai envie de comprendre, vous qui êtes sur le terrain, par exemple, si j'étais ministre, aujourd'hui on va parler de l'éducation nationale, ministre de l'éducation nationale, Laurence, bonjour, madame la ministre, j'ai envie de dire bonjour, bienvenue à Sud Radio. Si vous étiez ministre aujourd'hui, quelle est la première mesure que vous penseriez mettre en place, la plus importante? Alors, moi, je ferais quelque chose qu'aucun ministre n'a fait et auquel personne ne pense. Je demanderai une évaluation des inégalités territoriales, c'est-à-dire que je chercherai à évaluer la qualité des bassins d'enseignement. Parce que pour l'instant, j'enseigne dans le premier degré, moi, donc de la maternelle au CM2. Pour l'instant, le pilotage ministériel se fait à partir, en termes d'inégalité de public accueilli. C'est-à-dire qu'on va regarder si les familles sont monoparentales, s'il y a du chômage, du niveau d'études. Mais on pilote complètement à l'aveuglette en ce qui concerne les ressources qui se trouvent pour les écoles sur place. C'est-à-dire les budgets par tête d'élèves qui dépendent des mairies et peuvent passer du simple au double selon les communes, sans vision sur le tissu médico-social, parce que si vous n'avez pas d'orthophoniste, pas de psychomotricien, les élèves que vous allez recevoir, ça ne va pas du tout être la même chose. Non, de la même façon, aucune évaluation en termes d'équipement sportif et culturel. Cet été, il y a eu des noyades tragiques d'enfants. Bon, eh bien, il y a en France des enfants qui ne vont jamais à la piscine parce que dans la zone où ils habitent, il n'y a pas de piscine. Donc cette évaluation qui permettrait de connaître la qualité du bassin dans lequel est leur école ne se fait pas. Et j'irai même plus loin, je rendrai ces éléments publics pour que les parents sachent.
qui sont aussi électeurs, sachent que leur commune, même si elle est riche par exemple, parce que ça ne dépend pas de la richesse de la commune, l'argent qui est donné. On va faire réagir Laurence. Mais nous aurions un grand ministre si Laurence voulait bien pousser son raisonnement. Dans tous les départements ministériels importants, à chaque fois, on n'a pas d'évaluation précise et exhaustive des états des lieux. Et c'est fondamental. Elle a totalement raison. Merci beaucoup Laurence, en tout cas vous feriez un très bon ministre, hein, oui. Philippe David. Si vous avez un petit poste au gouvernement pour moi, pourquoi pas, hein, je suis preneur. Hein. Allez, vous restez avec nous dans un instant, le retour des vraies voix, on est ensemble jusqu'à 19h. 18h-20h, Cécile de Ménibus. Et j'adore cette nouvelle version avec mes chouchous. Alors, il y a beaucoup de chouchous autour de cette table. D'abord Philippe David qui est avec moi, bien entendu. Philippe Bilger qui ne nous quitte pas, heureusement. Non, mais si vous avez un autre chouchou, Cécile, moi je ne supporte pas de partager. Mais là c'est chouchou mineur. Surtout avec le chauve divin. Le divin chauve dit Stéphano. Alors là c'est un compliment. Vous voulez dire la boule de billard. Comme ça qu'on l'appelle dans le monde du jeu. Côté cage folle, je trouve. Oui, vous deux. Renaud Pomar, sur quel sujet? Je me laisse aller, oui, parfois. Sur quel sujet? Écoutez, je suis tellement content d'être sur la première là que je me dis, bon, tant pis si je me fais virer, au moins je l'aurais dit, quoi. Voilà, c'est ça. Et bien entendu, vous avez demandé à ce qu'il soit éditorialiste, mais vous avez aussi demandé qu'il continue à râler. Et ben, on continue alors. Les vraies voix Sud Radio. Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village, un petit village de l'Aude qui s'appelle Fonjoucouze. Pourquoi Fonjoucouze? Parce que c'est là que depuis vendredi se tient une rave party illégale et que celle-ci continue encore aujourd'hui, bien qu'illégale. Mais probablement, comme moi, vous avez déjà fait un trait sur l'autorité de l'État et qui suscite cette rave party l'exaspération des habitants. Une exaspération qui ne s'explique pas comme habituellement avec les rave parties à cause du bruit et des nuisances, mais parce que celle-ci se tient dans une zone des Corbières martyrisée par un énorme incendie il y a quelques semaines. Un incendie qui a causé la mort d'une personne et ravagé 16 000 hectares, des familles ayant tout perdu suite à ce terrible drame. Pour avoir vu sur l'autoroute des dizaines de véhicules de pompiers qui revenaient du lieu de l'incendie, j'ai pu imaginer l'étendue du désastre. En voyant les dégâts causés par l'incendie depuis l'autoroute entre Carcassonne et la frontière espagnole, nous avons eu les larmes aux yeux avec ma femme en constatant l'ampleur de la catastrophe. Un paysage lunaire, comme ravagé par une arme à la puissance dévastatrice qui nous faisait répéter comme un mantra « Les pauvres gens ». Qu'est-ce qu'ils ont subi? Un drame qui ne pose pas de problème aux ravers puisqu'ils viennent danser sur nos cendres, comme l'a dit le chef étoilé Gilles Goujon, qui possède un restaurant à Fonjoucouze. Et ils auraient tort de se gêner puisque l'État n'a même pas le courage de les expulser manu militari. On comprend mieux l'exaspération des riverains qui, après avoir subi le pire incendie depuis 50 ans sur le littoral méditerranéen, voient des gens en toute illégalité faire la fiesta sur leur propriété, puisque cette rave se déroule sur des terrains privés, alors qu'ils n'ont évidemment pas le cœur à la fête et que bien évidemment ils vont se prendre en prime les corvées de nettoyage, les raveurs aimant pour nombre d'entre eux prendre des substances qui leur permettent de danser toute la nuit mais qui ne les stimulent pas malheureusement pour nettoyer les terrains qu'ils occupent illégalement. Alors soutien à nos amis audois, à cette Aude, terre de rugby où on doit avoir comme moi aujourd'hui envie d'ouvrir en grand la boîte à gifles. Totalement raison, mon cher Philippe, parce que d'une part, violation de la loi, d'autre part, encore une fois, affaiblissement radical de l'autorité de l'État, et troisième élément, vous l'avez dit, une indignité humaine absolue. Alors que cette terre a été ravagée, on vient créer des dysfonctionnements, des désordres et des dégâts quasiment irréversibles, c'est un scandale. Bruno Pomar. Qui est maire dans l'Aude. Moi, je suis maire en plus de... Voilà, je connais très bien ce secteur, donc je pense à mes amis élus, aux habitants, aux Audois, parce que c'est un scandale, quoi. Il y a mille choses à dire sur ce sujet-là. Encore une fois, ces rave parties sont hors la loi, en permanence. Les forces de l'ordre font ce qu'elles peuvent, évidemment, pour réagir. Il n'y a rien qui va. La drogue, il n'y a rien qui va. Oui, les sanctions ont été données, mais enfin, en attendant, le mal est fait. Et quand on voit
voit le mal que se donnent nos gendarmes, nos policiers, etc., pour essayer de rétablir l'ordre dans ce pays, et on voit que visiblement ils ne sont pas toujours suivis comme il faut, parce que quand ces gendarmes, quand ces policiers interviennent, évidemment, où il n'y a pas eu d'affrontement, on a eu de la chance. Mais si malheur, il y a eu des affrontements, on aurait été accablé sur les réseaux sociaux par la France Insoumise, etc., qui aurait dit, regardez encore les forces de l'ordre, l'État répressif, etc., contre ces pauvres jeunes qui viennent là s'amuser, se droguer. Enfin bref, c'est un scandale. Ouais, c'est un scandale, et voilà, je pense à nos compatriotes audois, 17 000 hectares qui ont brûlé, c'est pas rien, hein, comme tu dis, Philippe, c'est la plus grosse le pire depuis un demi-siècle. Voilà, c'est scandaleux, quoi. Il n'y a pas d'autre terme. Il faut que, encore une fois, on remette de l'ordre dans ce pays, parce que ça ne peut plus continuer comme ça. Merci beaucoup, Philippe David. Allez, vous rester avec nous dans un instant. La question du jour, cette question sur la rentrée 2025 qui est lancée depuis ce matin. 2500 professeurs marquent et manquent à l'appel. Le bac change encore, donc pas mal de réformes avec cette question. Est-ce que ces nouvelles réformes, l'éducation nationale va-t-elle dans le mur? Pour l'instant, vous dites oui à 96%. C'est le numéro de téléphone 0826 300 300. On sera ravis de vous accueillir. On est ensemble jusqu'à 20h. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. 18h-20h, Cécile de Ménibus. Et on est ravis de vous retrouver pour cette rentrée que l'on vous souhaite heureuse, avec autour de cette table Philippe David qui est avec nous, Philippe Bilger, Bruno Pomar et vous au 0826 300 300. Et on va revenir sur cette réforme de l'éducation nationale. Est-ce que vous pensez que l'éducation nationale va dans le mur? On va en parler avec nos invités. Philippe David, tiens. Bon, de toute façon, c'est pas avec des réformettes qu'on va changer quoi que ce soit. On a besoin de tout revoir du sol au plafond. Quand on voit qu'aujourd'hui les gamins savent pas lire pour nombre d'entre eux en arrivant en 6e, ça peut pas fonctionner, ça peut plus continuer comme ça. Ça, c'est quand même une réalité. Alors, on fait des réformettes. Là, j'adore, dans les nouvelles réformes annoncées, il y aura l'apprentissage des langues au primaire. Moi, j'avais une prof d'anglais, qui était une prof d'anglais vraiment à la dure. Je peux vous dire, elle vous disait, vous aviez une version 3 fautes d'orthographe en français, vous n'aviez pas la moyenne, vous étiez à 9. Et elle vous répondait, quand vous ralliez, mais comment voulez-vous apprendre l'anglais sachant que vous ne parlez pas le français? Oui, c'est ça. Et donc, moi, je crois qu'il faut vraiment revenir aux fondamentaux, d'accord? J'ai même entendu certains qui nous disent c'est vachement important le latin. Oui, commençons à apprendre à parler. Oui, mais commençons à apprendre à parler français, mon cher Philippe, tu le sais. Mais lire, écrire, compter, c'est la base même. Voilà. Enfin, il faut être quand même clair, parce que moi, j'entends bien la DGESCO et compagnie, tous ces gens de l'Inspection Générale de l'Éducation Nationale, qui sont des mecs qui ont plein de cellules brillantes dans la tête, qui nous expliquent ce qu'il faut faire. Mais en attendant, on a de plus en plus de gamins qui ne savent pas lire et écrire. C'est un vrai problème. Alors maintenant, à un moment donné, on avait enlevé les notes pour pas les perturber, on a mis des couleurs, et maintenant, je crois qu'on va faire ça va vous plaire, Philippe Bilger, on va faire parler les jeunes. Vis-à-vis d'un comité qui vont, on va voir s'ils sont capables de faire une phrase avec un verbe, un sujet, un verbe complément. Ça va vous plaire, ça. Mais c'est hallucinant. Évidemment, l'éducation nationale va mal bien avant Emmanuel Macron. Mais il l'a dégradé. Comment voulez-vous qu'une éducation nationale puisse réussir à partir du moment où on a eu 6 ministres de l'éducation en 6 ans. Et notamment, s'y revenir, un espoir pendant quelques mois avec Gabriel Attal. Attention dans le micro. Mais pour le reste, Elisabeth Borne, je pense que réellement, c'est une catastrophe pour une raison simple, c'est qu'elle se détourne de l'essentiel pour aller vers des choses totalement périphériques. La polémique qu'elle lance au fronton du Panthéon, c'est ridicule. Donc, on ne peut pas espérer. Il y a un maire qu'on reçoit assez souvent ici qui racontait que dans un conseil municipal, il avait fait venir la police, il avait fait venir l'éducation nationale, il avait fait venir tout le monde, toutes les forces en présence, en disant qu'est-ce qui ne va pas dans l'éducation nationale. Et donc la personne référente lui dit mais non, tout va bien. Et le commissaire de police local lui dit bah non, vous ne pouvez pas dire ça parce que moi ils viennent porter plainte, les professeurs viennent porter plainte chez moi, donc voilà. Donc il dit, c'est exactement l'exemple du pas de vague, donc ça continue en fait. Oui, dans la hiérarchie du recteur jusqu'à un descendre, évidemment. À la fin de l'année, il y a des notes et il y a des mutations. Donc la victime en bas, c'est le prof qui se fait insulter, etc. Donc pas de vague, on met la poussière sous le tapis et on n'en parle plus. Mais c'est pire que ça. Il y a la victime, c'est le prof, parce que notamment avec l'abandon de la discipline, etc. Parce que désolé, mais quand vous êtes prof dans un collège des quartiers nord de Marseille ou à Paris 6e, c'est pas tout à fait la même chose. On est bien d'accord. Mais Philippe Bilger a dit une chose très juste. Sans forfanterie. Sur la succession des ministres de l'éducation. Mais il y a pire.
c'est de mettre un ministre de l'Éducation alpha et un oméga. Quand on voit que Blanquer et Papendiaï, enfin Papendiaï a succédé à Blanquer, un peu l'opposé. Excusez-moi, il y a quelque chose de génial. Mais surtout, ce que j'adore, c'est que c'est ces gens-là qui vous disent l'école publique, c'est fabuleux, c'est merveilleux. Ils ont leurs gosses dans le privé. Je constate un truc, oui, Papendiaï, il était même dans le privé, du privé, puisqu'il a mis ses gosses à l'école alsacienne où il n'y a pas un gamin de prolo. Donc je trouve ça quand même extraordinaire que ces gens qui vantent le service public en étant ministre de l'Éducation nationale ne mettent même pas leurs gosses dans le privé, on va dire standard, mais les mettent à l'école alsacienne. Ça ne manque pas de sel quand même. Est-ce qu'il ne faudrait pas tout recommencer, repartir d'une page blanche, là, plutôt que d'assurer des nouvelles mesurettes sur l'éducation sexuelle, par exemple, sur des choses, alors qu'on n'a même pas les fondamentaux, finalement. Mais vous avez raison, Cécile. On sent que les ministres fuient l'essentiel pour se consacrer à des choses qui, je veux être gentil, ont un faible intérêt. Et précisément parce qu'aujourd'hui, pour se consacrer à l'essentiel, les tâches fondamentales de la culture et de l'éducation, ça exige du courage. Et c'est tout. Et malheureusement, on n'a pas... Je pense que les professeurs ou les maîtresses d'école sont courageuses, sauf qu'elles ne sont pas soutenues, même dans leur éducation et même dans la façon de travailler. Il y a des assistantes sociales qui viennent aider les profs, c'est important, des ATSEM, etc. Mais bon, c'est pas encore suffisant. Non, moi, ce que je crois qu'il faut revenir, c'est au basique, c'est-à-dire ce qu'on disait tout à l'heure. Et là, ils y reviennent un peu sur les primaires. Tout à l'heure, quand il y avait la dame qui parlait sur le programme maternel, lire, écrire, compter. Ensuite, pour ceux qui ne sont pas faits pour faire de grandes études, mais moi, ça fait 30 ans que je dis, je me rappelle Serge Dassault d'ailleurs qui m'avait dit un truc intéressant sur l'apprentissage. Quand vous n'êtes pas doué pour faire des super études, Philippe Bilger est devenu procureur général. Bon, il a fait des études, etc. Moi, j'étais pas doué pour les études. On m'a mis sur une voie technique qui était un BEP de comptable. Et ça fait dégrader. Ça y est. Elle n'est pas dans la forfanterie, lui. Vous tendez le bâton. Non, mais c'est vrai. Vous voyez, à un moment donné, les parents ne veulent pas. Mais oui, parce qu'on croit qu'on a tous des champions, des HPI, là, comme on dit. Ils sont boîte à bouffer d'avoine, mais ils sont HPI. Voilà. Et moi, je crois que c'était important de faire ça. Moi, je suis parti en technique, c'est-à-dire, j'étais content d'aller en technique. J'ai appris, je sais lire un bilan, je sais faire plein de choses. Je suis devenu flic, certes, à fait. Mais on pense qu'on va avoir des gosses qui vont tous devenir avocats, ingénieurs, je ne sais quoi. Non, c'est pas ça. Le problème, c'est que l'éducation nationale, ce sont des gens perchés là-bas en haut, à la DGESCO, etc. Tous ces gens brillantissimes qui sont persuadés qu'ils vont faire une société avec des gosses super brillants, avec un bac à 14 de moyenne ou 15. Et voilà. Surtout, Philippe David, c'est que chaque rentrée, il y a une nouveauté. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu le temps d'appliquer celle d'avant. Vous savez ce que disait Coluche? Il y a eu la réforme à billes, il y aura la réforme à poil. René Aby, c'était un ministre de l'Éducation nationale au début du septennat. Si, Coluche avait dit ça dans un de ses sketchs. Et c'est vrai qu'on fait les réformes pour les réformes. Mais je crois que le pire de tout, c'est l'idéologie. Parce que l'idéologie, moi je fais partie de la génération, l'année, moi je suis né en 66, où on s'est pris toutes les réformes. On s'est pris la réforme de la 6e, la réforme de la seconde, etc. Mais le but, c'était que tout le monde ait un diplôme. Mais si tout le monde a le même diplôme, le diplôme n'a plus aucune valeur. En économie, ça s'appelle l'inflation. Et voilà, ce sera le mot de la fin. Et on a eu envie, bien entendu, avec Majid, de vous donner la possibilité de regarder ce qui fonctionnait en France. Parce qu'il y a plein d'idées super intéressantes, super intelligentes, qui sont menées dans les territoires. Et vous savez que Sud Radio est la radio des territoires, et on avait envie d'apporter un éclairage à ces idées qui fonctionnent avec Majid. Benoît Hénard est avec nous, maire de Quillebeuf. Bonsoir, monsieur le maire. Oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le maire. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le maire. Vous êtes du coup connu pour avoir emprunté personnellement 200 000 euros pour aménager des locaux pour les commerçants. Dites-nous en plus, dites-nous comment ça se passe, etc. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que mes commerces fermaient les uns après les autres, et sauf quand les commerces ils ferment, malheureusement, ils seront transformés en maisons d'habitation. Et donc, j'ai arrivé à sauver la partie boulangerie, et comme il y avait des dépendances de chaque côté de la boulangerie qui pouvaient être aménagées en nouveau commerce, donc j'ai dû acheter l'ensemble immobilier pour pouvoir recréer un bar, une pizzeria, une charcuterie. Et puis boulangerie. Ça veut dire, monsieur le maire, que sur vos deniers personnels, vous êtes engagé personnellement pour retrouver finalement un centre-ville de votre commune. C'est ça que vous êtes en train de dire? Voilà, tout à fait. J'ai fait un emprunt sur 20 ans.
Donc, mais bon, grâce à ça, ça m'a permis d'accueillir d'autres activités. Ça m'a permis d'attirer un médecin, kiné, infirmier, sage-femme. Voilà, ça a mais qui permis fait les travaux? Est-ce que c'est vous qui faites les travaux aussi? Alors donc, quand c'est des bâtiments de la commune, c'est nous qui faisons les travaux, moi avec mes agents communaux et l'aide de quelques habitants, de mes enfants, de mes neveux, tout le monde se met au boulot, qui permet de créer un commerce par an. Extraordinaire. Vous vous rendez compte où on en est arrivé quand même? Moi je suis un élu du rural, mais bravo. Combien d'habitants vous avez dans votre ville, chers collègues? 672 habitants. Oui, donc c'est important. Vous avez évidemment une école, je suppose, et des services publics. École, garderie, cantine. Mais c'est quand même affolant quand on voit ce qui se passe actuellement là-bas au plus haut niveau de l'État et qu'on entend cet élu en train de dire je fais un emprunt de 200 000 euros. Personnellement. Non, mais c'est un truc de dingue, quoi. Et ce sont ces maires remarquables qui, dans le quotidien, sont parfois victimes d'une quantité d'offenses et de violences. Bien sûr. Ouais, une commune du coup qui a plus de 13 commerces pour l'instant. Est-ce que vous avez d'autres projets à l'avenir? Oui, ben là je suis en train de travailler pour accueillir une MAM. Une MAM, c'est quoi? C'est quoi une MAM? Assistance, c'est 3 assistances maternelles qui se mettent ensemble pour accueillir des enfants. Ah, formidable. Donc la commune, on a acheté tout un ancien corps de ferme et qu'on est en train de rénover justement les locaux pour accueillir différents commerces. Mais que vous dit l'État? C'est-à-dire que quand on voit des maires comme vous, c'est quoi vous avez un retour des subventions? Est-ce que du coup, ils vous aident un peu plus ou ils vous laissent faire? Alors les subventions, on peut en parler parce qu'à partir du moment qu'on fait une location, on n'a pas le droit aux subventions. Donc c'est lunaire. Donc voilà, et puis à titre personnel, c'est normal que j'ai pas de subventions parce qu'on prend pas de l'argent public pour un bien personnel déjà. Et puis pour les les travaux qu'on fait pour la commune, on se débrouille par nous-mêmes. Voilà, en faisant les travaux par nous-mêmes, on fait des grandes économies et c'est comme ça qu'on change pas. La démerde, c'est ce que font beaucoup. Voilà. C'est formidable. Moi, j'ai envie de dire bravo. C'est génial, mais comment vous est venue cette idée? Parce que je crois que vous êtes le seul maire de France à faire ça. Est-ce que c'est le bon air de la Normandie? Je sais pas, une entrecôte de vache normande? Dites-nous tout, là. Non, mais en fin de compte, le grand avantage que j'ai par rapport à mes collègues, je suis du métier, déjà je suis du bâtiment, donc ça aide. Faire les plans jusqu'à la remise des clés, donc c'est quand même un gros avantage que j'ai. Quand on peut faire tout par soi-même et que j'ai connaissance dans tous les métiers, c'est quand même un sacré atout. Puis mais ça veut dire que j'imagine que la rémunération d'un maire de 600 habitants n'est pas non plus un gros salaire. Mais faut pas faire ça pour le salaire. Oui, ça je vous confirme. À part d'une grande métropole, vous n'avez pas de chauffeur non plus. Non, je plaisante. Ce que je veux dire, c'est que ça impute forcément votre travail d'entrepreneur. C'est-à-dire que ça vous prenez sur votre temps de votre métier à vous. Je vais vous l'expliquer. Justement, moi, j'ai arrêté un peu plus tôt pour m'occuper de ma mairie en plein temps en 2008. Ah oui. Et sauf que j'ai perdu des trimestres et là, je viens de tomber en retraite au mois de juin et j'ai 114 € de retraite. Voilà. En ayant commencé à 17 ans. Mais non, c'est fou. C'est absolument fou. Et vous faites des émules autour de vous parce que les bonnes idées made in Normandie, ça peut essaimer. C'est ça les Normands. La fierté normande. En tout cas, on avait envie de vous apporter cet éclairage. Si vous avez besoin de coups de main, j'imagine que vous avez besoin d'être aidé ou soutenu. Ah tout à fait, oui. Et voilà, c'est le maire de ce petit village, cette petite commune, Magid. Oui, de Quittebeuf. Voilà. C'est bienvenu pour ceux qui veulent venir faire un tour, chers collègues. Si vous voulez venir faire un tour dans mon village, avec plaisir de vous accueillir. Écoutez, on va venir. La Normandie, c'est magnifique. Vous savez quelque chose, Cécile? Et alors, je dois dire une chose, on y mange extraordinairement bien. Moi, j'ai une quantité de plats normands pour lesquels je me damnerais.
Ah oui. C'est-à-dire l'escalope normande, l'arrêt au beurre noir, la sole meunière qui est quand même un plat un peu normand. Vous en voulez d'autres parce que là vous avez le poulet au cidre. Le poulet au cidre, extraordinaire. Merci en tout cas, merci beaucoup Monsieur le maire et merci beaucoup pour ce que vous faites en tout cas pour vos administrés. Et puis dans un instant, dans une petite demi-heure, il y a une petite nouvelle qui vient d'arriver. Elle s'appelle Magali Barda. Bonjour Magali. Bonjour Cécile. Bonsoir. On est ravis de vous accueillir. Moi aussi, merci de m'accueillir dans cette grande famille Sud Radio. On est ravis. De quoi parle-t-on à partir de 20h parce que c'est une nouvelle émission. On sent que ça va parler vrai. Alors ça parlera vrai, effectivement. C'est une émission qui casse un peu les codes, qui mélange deux mondes qui s'opposent complètement, la politique, les institutionnels et le monde des influenceurs. D'accord. Ils n'ont pas les mêmes codes, ils parlent pas de la même manière. Et je trouvais ça intéressant de les affronter pour avoir chacun leur point de vue et pouvoir raconter des choses aux auditeurs, la vérité et voilà, répondre à plein de questions. Et vos invités ce soir? Alors ce soir, c'est Julien Audoul qui est député RN en face de Simon Castaldi. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Simon Castaldi. Alors Simon Castaldi, c'est un influenceur, c'est un ancien candidat de télé-réalité qui est aujourd'hui créateur de contenu sur les réseaux sociaux, qui rassemble plus d'1,5 million de personnes en tout sur ses réseaux sociaux et qui est le fils de Benjamin Castaldi. D'accord, on en parle dans quelques instants. Vous souhaite la bienvenue. Merci beaucoup. Magali, vous c'est de 20h, 21h et puis on fait une petite pause, on revient dans un instant. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.